Alicante avec Polak. Le refrain de ce son-là, c'est une top line d'un ancien son de reggaeton. Et c'est un ami à moi qui était au séminaire qui est venu avec cette ref-là. Polak, bah, c'est devenu le frérot. On a fêté ENA ensemble. Moi, après, il y a un événement vraiment que j'oublierai jamais. C'est quand je suis tombé malade. La veille de ma rentrée à l'hôpital, il est descendu avec Pelli, avec son gars. Ils ont passé juste 24 heures avec moi. Et il s'est rasé la tête avec moi. Il m'a dit, mec, tant que tes cheveux n'ont pas repoussé, je me rase la tête. Il vit que ça a été vraiment un élément charnière dans ma carrière. Encore il y a 1 mois et demi, je l'ai appelé pour qu'il me donne des conseils pour ma promo. Il m'a dit, gros, c'est pas sérieux, tu fais pas de story. Arrête de faire comme tous les jeunes qui font pas de story. Il faut que tu parles aux gens. Processus. Salut, je suis Sandra Gomez, chef de la rubrique musique chez Combini et vous écoutez Processus, votre nouveau podcast musique qui révèle les rouages qui ont amené les artistes invités jusqu'à moi. L'artiste que je reçois aujourd'hui est artiste, auteur, compositeur, top liner. D'ailleurs, si vous entendez beaucoup ce mot depuis quelques années, c'est beaucoup grâce à lui puisqu'il navigue devant et derrière le micro depuis presque 10 ans. Salut Carmen, comment ça va ? Salut Sandra, ça va très bien. Super. Mais je suis très contente que tu sois là. Tu viens de sortir Comment t'aimer sans diamant. Mais si on est transparent, on est à quelques heures de la sortie au moment où on se parle. Ouais. Comment tu te sens d'ailleurs, juste avant cette sortie ? Je me sens très bien. Tu te sens bien ? Là, j'ai juste hâte. Là. T'as hâte ? Ouais, okay. J'ai juste hâte. Je suis pas stressé ou quoi, j'ai juste hâte. T'as bossé pendant longtemps sur ce projet ? Ouais, j'ai bossé pendant 4 ans, en vérité. En parallèle de plein de petits EP qui sortaient, il y avait toujours cet album-là qui revenait. Tous les séminaires qu'on faisait, c'était pour cet album-là. Okay. On va dire que tout ce que j'ai sorti jusqu'à présent, tous mes petits EP depuis que j'ai changé de nom, ouais. C'est un peu que des chutes de cet album-là, en fait, on va dire, parce que ça rentrait pas dans la DA et tout. Donc c'est ça, ouais, 4 ans de travail quand même. Ok, et c'est du coup ton projet le plus abouti selon toi ? De très loin. Justement, tu parlais de changement de nom, tu parlais du tout début. On va revenir sur le tout début, on s'écoute un petit extrait. Je suis sorti mardi, j'ai la faire un tour ou deux. Sprite et codéine pour m'en sentir seul. Allume un putain de buzz, pour faire comme ces putains, je ferais pas qu'un putain de buzz. C'est le morceau de G-Town, ça te fait bizarre de le réécouter ? Bah carrément, je savais plus c'était quelle force. Ah ouais, tu savais plus ? Je croyais que c'était un son qui s'appelait Coma, carrément. Ouais, j'ai zappé, mais c'est 2016. Ouais. 2016, ça c'est fou, ouais. C'est sur le premier EP que tu sors, du exactement, coup. Ouais. Exactement. À ce moment-là, du coup, ça fait combien de temps que tu fais de la musique ? Mais j'ai commencé la musique, j'avais genre 17 ans. Ok. Je sais pas, ça devait être 3 ans après, je pense, truc comme ça, ouais. Mais après, au début, je rappais pas tous les jours, on va dire. Je rappais avec les potes en bas de chez moi, ou chez moi, tu vois, on rappait avec le micro de SingStar, je m'en rappelle. Ok. Tu vois, genre, c'était vraiment... C'était une autre époque, ça. Ouais, c'est ça, c'était vraiment comme ça, tu vois, c'était pas du tout professionnel. Ok, justement, G-Town, c'est Grenoble, donc on va revenir dessus. Ça te permet de revenir sur... l'environnement dans lequel tu as grandi. Est-ce qu'il y avait beaucoup de musique autour de toi, à la maison, dans l'environnement dans lequel tu as grandi ? Ouais. Bah, mon père, il est bassiste. Mm-hmm. Donc, lui, était bassiste dans un groupe de flamenco pendant longtemps. Okay. C'était son travail. Et du coup, c'est sûr que à la maison... Ma mère, pas du tout musique. Mais c'était vraiment... Parce qu'en fait, c'était juste mon père qui mettait la musique. Donc, c'était beaucoup de flamenco. Beaucoup de funk aussi. Ok. Et c'était principalement ça en vérité. Aussi un peu de rap. Okay. C'est mon père qui me fait découvrir le rap avec Rimka. C'était Tonton stylé. Du Bled. Ouais. Okay. Il me fait écouter Tonton Du Bled. C'est Chambé qui t'a produit un morceau avec Rimka. Exactement. C'est la première personne à qui j'ai envoyé le son, c'était à mon père. Je dis regarde là, c'est Rimka là. Là tu connais cette voix, tu vois. et c'est ça, mais ouais, du coup c'était vraiment la musique, c'était mon père. Et puis, j'en parle dans l'album, les voyages jusqu'en Espagne, c'est mon père qui m'a donné cette culture-là parce que les 14 heures de voiture jusqu'à Alicante, c'était 14 heures de musique de mon père. Donc il avait ses playlists et on connaissait les morceaux par cœur à force, tu vois. Et c'est des morceaux même qui m'ont inspiré pour cet album-là et tout. Donc tu vois, c'est... Et toi, t'apprends à jouer d'un instrument assez tôt dans ta vie ? J'ai appris, j'ai fait 4 ans de solfège. Okay. Et je faisais du piano. Okay. Que j'ai abandonné et j'aurais pas dû en vérité. J'étais jeune, j'avais 10 ans je pense, jusqu'à mes 14-15 ans je jouais au piano. Et mais en fait j'étais trop matrixé par le foot. Ça veut dire que je voulais pas entendre la musique, c'était un peu une corvée un peu, tu vois. Surtout que le solfège ça ressemble à l'école. Donc, ouais, c'est sérieux, faut être studieux et tout quand même. Faut apprendre. Puis tu sais, ma mère carrément elle m'a rappelé un souvenir la dernière fois. Elle m'a montré une vidéo parce qu'on cherchait des archives pour annoncer la sortie de l'album. Et ma mère elle est retombée sur
un truc une représentation de piano de fin d'année. Ok. Et j'étais le seul de tous les élèves qui n'avaient pas du tout appris le truc. Puis il y avait genre 100 personnes. Puis j'étais là, je faisais du piano. Bah, c'était pas ouf, tu vois. C'est juste parce que je m'en foutais, en fait, tu vois. Okay. C'est vraiment venu au lycée parce que c'était un peu stylé de rapper. Puis je rappais avec mes potes, tu vois. Donc, mais je me suis jamais dit que j'allais faire de la musique quand j'étais jeune. Jamais. Moi, c'était le foot. C'était juste ça. Et c'est à quel moment que tu fais la bascule, du coup? Eh ben, je suis avec un pote à moi qui s'appelle Heikel, qui était dans ma classe. Et lui, grand fan de Lunatic. Mais même, en fait, lui, il a un grand frère qui est bousillé de rap. Okay. Et du coup, c'est lui qui me fait écouter vraiment... Bah, j'écoutais du rap français, tu vois, avant, mais tu sais, j'écoutais Skyrock, j'écoutais la radio, j'écoutais Sniper quand ça passe à la radio, Diam, c'est tout. Mais tu sais, j'allais pas écouter de moi-même, exactement, tu vois. J'écoutais, le seul que j'écoutais vraiment à fond, c'était 50, parce qu'il écoutait beaucoup. Mais sinon, on va dire, quand j'ai vraiment, tu vois, quand je suis arrivé au lycée, c'est là où j'ai vraiment commencé à écouter de la musique pour de vrai, moi-même, tu vois, à me renseigner et tout. Et du coup, ce gars-là, c'est lui qui me fait écouter Lunatic. Et en fait, un jour, il me branche, il me dit « Ah, Ryan, il y a un morceau qui s'appelle La Lettre. Viens, on fait pareil. Toi, tu m'écris un truc. » Et en vrai, on a commencé comme ça, tu vois. Et c'était l'époque section d'assaut, donc il y avait beaucoup les freestyles, tout ça. Donc, en fait, c'était... Je sais pas, il y avait une certaine énergie à ce moment-là où on voulait trop montrer qu'on était chaud. Et du coup, c'est comme ça, en vrai, que je rentre. Mais comme je te dis, même à 15 ans, tu vois, j'écoute beaucoup de rap et tout, mais... Tu sais, je suis pas... Moi, je te dis, c'était le foot. C'était pas ma passion, tu vois. Juste, ça faisait partie de ma vie, tu vois. Ok. Mais toi, les deux options la seule option que tu envisageais, c'était le foot, ou quand même, dans un coin de ta tête, tu disais au cas où il y a la musique, ou alors encore une autre option? Non, c'était même pas le foot, parce qu'en fait, le foot, je me suis jamais dit, je vais être pro, tu vois. J'avais pas le niveau. Je vais pas faire l'acteur comme tout le monde. Oh, on sait jamais, les ligaments croisés, on sait pas. Non, j'avais pas le niveau, mais je jouais bien, mais j'avais pas le niveau pour jouer pro. Donc, à partir de là, non, c'était juste que j'étais passionné par le foot, par le club que je suis. Et c'était juste ça qui m'animait vraiment dans ma vie. Donc, tu sais, le week-end, j'attendais les matchs, je les regardais à la télé. Moi, après, je jouais le lendemain, c'était moi qui jouais. C'était juste ça, tu vois, qui me motivait. Et après, à côté, bah, t'avais la musique. Mais pareil, à aucun moment, je me suis dit, je vais en faire mon métier. Par contre, le truc, c'est que moi, dans tout ce que je fais, j'ai vraiment, depuis que je suis tout petit, j'ai la mentale de quand je fais un truc, je le fais à 400%. Et en fait, je m'engraine tout seul. C'est-à-dire que quand je commence, je suis en mode, je découvre. Et après, je commence à être piqué, tu vois. Ah ouais, mais lui, il est meilleur que moi. Attends, laisse-moi 2 mois, là, tu vois. T'inquiète, je vais faire un texte de fou, tu vois. Et carrément, je m'en rappelle, je prenais les textes de Lefa. Et, parce que j'étais fanatique de Lefa. Et je prenais ces textes et je remplaçais les mots, mais je gardais les mêmes flots. Avec les mêmes pieds, tu vois, juste pour comprendre en fait comment lui il faisait pour être aussi technique. Putain, ah ouais, mais là en fait cette rime là, elle rime avec elle. Ah ouais, mais moi très chaud le fa là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Et du coup, j'étais vraiment matrixé dans ça et en fait, je me suis pris au jeu et c'était vraiment un jeu au début, tu vois. Et après, c'est arrivé naturellement quand tu vois, tu commences à faire ton tout petit public et tout à Grenoble, bah ça motive mais j'ai jamais, c'est vrai que je suis devenu passionné après, tu vois. Ok. Ouais. Et du coup, toi, tu commences par la casquette du rappeur en premier lieu. Comment ça arrive, la composition, du coup? C'est en second temps ou c'est un truc que tu développes en parallèle en même temps? En gros, si tu veux, quand je te parle de composition, je parle vraiment beatmaking, genre beatmaking, faire des prods. Ça, c'est très récent. Ça, c'est juste... La première prod que j'ai fait pour moi, c'est dans le dernier album. Là, j'en ai peut-être 4 de prod sur le projet, sur l'album, là, je pense. Mais avant ça... tout ce que je fais pour les autres, etc., on est crédité en tant que compo, mais en vérité, c'est soit de la top line, soit de l'écriture. D'accord. Donc moi, j'ai jamais fait une prod pour quelqu'un d'autre. Tout ce que j'ai fait, c'est de la top line ou de l'écriture pour d'autres artistes. Et du coup, vu que sur cet album, j'avais une vision qui était un peu... c'était un peu compliqué de comprendre ma vision pour un mec, par exemple, qui a jamais écouté de flamenco et tout. Parfois, il fallait que je montre la voix, et même si c'était pas bien fait de ouf, ça permettait au beatmaker de « Ah, ok, j'ai compris ce que tu veux faire. Vas-y, maintenant, je vais reprendre ton truc et je vais le... » Tu vois. Donc, c'est pour ça que je me suis mis vraiment à faire des prods. Mais sinon... Sinon, ça arrive bien plus tard. Sinon, ça arrive bien plus tard. Ouais, c'est un truc récent, en vérité, tu vois. Ça fait genre... ça fait depuis le confinement, j'avais commencé à faire des prods, tu vois. D'accord, ok. Donc, c'est récent. Et ça vient d'où, cette envie de t'y mettre, justement? J'essaie de faire des prods pour comprendre. Moi, je veux toujours comprendre. C'est-à-dire, je veux comprendre... parce que je sais que ça te débloque des portes de comprendre comment ils font, tu vois.
Et c'est pas, j'ai jamais fait de prod, et même maintenant, je m'en fous d'être le meilleur beatmaker de France. Je travaille déjà avec les meilleurs beatmakers de France, en vrai, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc, je m'en fous. Ouais. C'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de faire un bon album et de bien rapper, tu vois. Moi, je m'enregistre tout seul, tu vois. Ouais. Et j'ai appris à m'enregistrer tout seul parce que je savais que, maîtriser, par exemple, tous les effets qu'il y a et tout, automatiquement, tu peux tester plein de trucs, tu peux être beaucoup plus créatif parce que ta connaissance de ces effets, tu sais qu'ils existent. Alors que quand tu es au studio avec un ingé, si l'ingé te propose pas, attends, j'ai cette idée-là, tu vas jamais savoir qu'il existe cet effet. Tu vois. Donc c'est un peu dans ce sens-là que moi, j'ai voulu faire des prods, et de la même manière que j'ai voulu m'enregistrer tout seul, c'était vu que c'est mon travail, je considère que je dois tout connaître. Tu vois. Donc quand je pose jamais sur une prod qu'on m'envoie par mail, tu vois. Pour moi, la musique, elle se fait tous ensemble. On se pose, on fait la prod, et je suis jamais de l'autre côté quand on fait une prod. Je suis derrière le beatmaker, et ouais, là, t'as fait comment? Ah, ok, d'accord, alors tu pourrais faire comme ça. Tu vois, je m'intéresse, tu vois. T'as besoin d'être impliqué sur tous les pans de la création. Et sur le mix, c'est pareil, je suis toujours là avec l'ingé, tu vois. Et même si je suis pas ingé et que je le serai jamais, j'ai besoin de comprendre et j'ai besoin d'apporter ma touche, même sur le mix, parce que c'est important en vrai, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est important, la musique, c'est pas juste bien rapper, tu vois. Si tu veux avoir le disque le plus abouti possible, plus tu maîtrises de trucs dans l'éventail, plus ça va être frais, tu vois. Donc t'aimes passer du temps en studio? Ah ouais, j'adore. Moi je suis un rat de studio. Moi je me définis comme un rat de studio. Moi je suis un geek. Tu vois, ça veut dire que je pourrais être, moi toute la journée je pourrais être au studio, tu vois. J'aime la scène, mais le studio, il n'y a rien de mieux pour moi, tu vois. Je me régale, je suis avec mes amis. En plus, c'est un mélange de bons moments et tu vois, quand on fait des séminaires, c'est des colonies de vacances, tu vois. Sûr. En vrai, nous, on est tous excités. À la veille des séminaires, je peux pas dormir. Parce que je sais que c'est trop bien. C'est le départ en colonie de vacances, quoi. Et puis, tu sais, c'est toujours l'inconnu parce que tu sais pas. Tu sais, là, l'album, tu vois, il était long à faire parce que, comme je te dis, chaque morceau, c'est une épreuve parce qu'on doit vraiment créer quelque chose qui n'existe pas vraiment chez nous en France. Du coup, parfois, on part en séminaire et on se dit, putain. Est-ce que je vais réussir à rentrer avec un morceau? Des fois, on a fait des séminaires de une semaine, on a fait un seul morceau qu'on a gardé, tu vois. Et il y a des séminaires où on en a fait 5. Et du coup, c'est une victoire de fou et on a des souvenirs. Et tu vois, je pense à un séminaire en particulier. C'est pour tout le monde, c'est le meilleur séminaire, tu vois. Parce qu'à chaque fois on fait un gros son, on ouvre un champagne, tu vois. C'est la fête aussi. Exactement, c'est la fête aussi, tu vois. Donc, c'est des bons moments et j'aime trop ça, tu vois. Ouais, t'as besoin de partager aussi dans ce que tu fais. Sinon, tu te fais chier, tu vois. Là, carrément, je parlais de ça, j'étais au téléphone hier avec Polak. Et on discutait et il me disait la même chose. Il me disait, en vrai, gros, là, j'arrive plus à faire de la musique tout seul, tu vois. Et j'ai besoin d'être avec des beatmakers. Et c'est la première fois de sa vie que ça lui arrive. Et je pense que ça arrive. Moi, avant, je faisais de la musique tout seul aussi, tu vois. Mais il y a un moment, tu as eu un truc... Il y a un moment, en fait, tu peux plus. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué d'être créatif sans... En fait, tu te fermes trop de possibilités, tu vois, que quand tu es avec les gars et qu'ils t'accompagnent, tu vois. Tu te nourris aussi de l'énergie. Exactement, tout le monde se donne des idées. Moi, il y a plein de morceaux de l'album, notamment Alicante avec Polak. On a fait 100 fois le tour du Jackson. Vivement cette que je vois en Alicante. En gros, le refrain de ce son-là, c'est une top line d'un ancien son de reggaeton. Et c'est un ami à moi qui était au séminaire, qui est guitariste, qui s'appelle Pablo Santana, qui a beaucoup travaillé sur l'album, qui est venu avec cette ref-là, que je connaissais, mais c'est son idée, tu vois. Il a dit, les gars, là, hier, j'ai écouté ce son, ça pourrait être stylé qu'on refasse ça, mais nous, on le fait en mode flamenco, à notre sauce, etc. et tout. Et on a trouvé l'idée incroyable. Et tu vois, au final, ça a fait le single du projet. Donc, comme tu vois, ce truc, par exemple, ce son n'aurait jamais eu lieu si t'étais tout seul. Exactement. Donc, c'est ça la force d'un groupe aussi, tu vois. Donc, c'est vrai, il n'y a pas du tout ce truc d'ego aussi, de se dire, l'idée, elle vient pas de moi. Non. T'as jamais eu ça, non, parce que automatiquement, je travaille avec d'autres artistes, je sais comment ça marche. Et justement, en fait, moi, j'ai toujours dit, c'est trop une force. En fait, les gens, ils voient ça comme la honte, il écrit pas son texte. Ou, en l'occurrence, moi, j'ai écrit tous mes textes de l'album, mais même une personne qui écrit pas ses textes, il a d'autres qualités que d'autres n'ont pas. Complètement. Et en fait, moi, je trouve ça trop quinri, en fait, cette manière de travailler. Bien sûr. Et pourquoi, dans ce cas-là, si c'est la honte de pas écrire son texte, pourquoi t'appelles un beatmaker, tu vois, c'est ce que je veux dire, fais ta prod, c'est la même chose, tu vois. Vrai. Donc, en vrai, c'est un échange, puis... Moi, je vois ça comme ça. Après, chacun sa vision des choses. Je pense qu'aussi, tu sais, il y en a plein, ils sont aussi bloqués sur le délire de MC, etc., que je comprends totalement. Mais tu sais, moi, la musique, elle a évolué et tout. Maintenant, je la comprends d'une autre manière. Et peut-être qu'il y a 10 ans, j'aurais pas eu ce discours. Mais aujourd'hui, moi, ça me dérange pas, tu vois. Ça me dérange pas.
Ok, je capte. C'est marrant que tu te rappelles pas du premier morceau que je t'ai joué, parce que je te l'ai pas joué pour rien. En vrai, je l'ai choisi parce que pour moi, il répond. C'est un clin d'œil aussi à un morceau de ton nouvel album. On va se l'écouter. On va s'écouter un petit extrait et tu nous en parles après. Avec toi bien avant peur de mardi là. Je t'aime un peu beaucoup mais un peu moins que Marbella. Aujourd'hui j'ai fait le tour, toi je reste par habitude. Tu te risques quand t'es là. Encore plus quand c'est l'hiver. La misère tu l'invisères. C'est le morceau de J-Ville, Mon Amour, du coup. Encore un hommage à la ville d'où tu viens. Pourquoi c'est important pour toi de garder ça? C'est important, c'est déjà parce que j'y vis. Ok. Et ouais, c'est toujours là où tu évolues. Ouais. Exactement, c'est mon quotidien de tous les jours. Et ça m'a... En fait, les 5 dernières années, elles m'ont beaucoup touché à Grenoble. Il y a eu beaucoup de fusillades, de drames. De drames, ouais, bien sûr. Il y a eu beaucoup de drames. Et il y en a tous les jours. Et c'est vraiment tous les jours. Et je me voyais pas faire un album sans aussi montrer mon amour à ma ville. Et tu sais, je voulais pas faire un morceau... j'avais fait un morceau avec Mr V, avec Yvick, sur son premier album qui s'appelait J-Ville, ou J-Town, je sais plus, mais bref, j'en avais fait un morceau, mais c'était un morceau de rap, on était en mode full ego trip et tout, mais là j'avais pas envie de l'aborder de la même manière. Je voulais faire vraiment c'était une déclaration d'amour à ma ville, mais tu sais, c'est une déclaration d'amour où tu sais, elle est un peu, c'est comme une vraie relation, tu vois, c'est genre, c'est pas tous les jours facile, tu vois, dans le son, c'est en mode je t'aime trop. Quand je suis loin de toi, tu me manques, mais quand je suis là, je me fais chier. Et en vrai, c'était vraiment comme ça. Et c'est comme ça que vraiment que je vois Grenoble. Et ouais, et puis même, ça me tenait à cœur aussi de parler de tous ces problèmes, parce que c'est vrai qu'on est une petite ville, en vérité. Et si je peux être aussi le porte-parole de cette ville et montrer aussi ce qui se passe et... c'est pas très positif ce qui s'y passe, mais je veux dire, justement, essayer d'apaiser aussi les choses. Bien sûr. Vois, c'est... mettre un peu de lumière aussi d'une autre manière. Exactement. C'est exactement ça, c'est mettre de la lumière d'une autre manière que quand tu tapes Grenoble sur Google, tout ce qui sort, c'est des faits divers, tu vois. Bien sûr. Donc, si on peut tomber sur ce morceau, écoute, c'est tant mieux, tu vois. Et avec du recul, tu as l'impression que la ville dans laquelle tu as grandi, Grenoble spécifiquement, ça a eu quel impact sur toi, sur qui tu es et sur la musique que tu fais aussi? Je pense que, tu sais, moi, j'ai vraiment grandi dans Grenoble et tu sais, c'est un environnement très urbain, tu vois, et tu sais, c'est très mélangé. Ça veut dire que moi, j'ai grandi avec toutes les nationalités, tu vois. Donc, il y a énormément de rebeux chez moi, donc j'ai grandi beaucoup avec des rebeux, et, mais pas que, tu vois, on était très mélangés depuis toujours. Et moi, ma grand-mère, elle habite dans la même cité depuis qu'elle est arrivée, et tu regardes sa tour, c'est que... c'est un peu partout pareil dans les cités, tu vois, mais tu sais, tu vas avoir un Malien, tu vas avoir c'est l'Espagnol de la tour, tu vas avoir le Portugais qui habite en face, en dessous c'est l'Italien, tu vois ce que je veux dire, et c'est comme ça, et moi je pense que c'est une force de fou, et même dans la vie de tous les jours c'est enrichissant, ça t'ouvre aussi à d'autres cultures, exactement, à d'autres cultures, exactement, tu vois, et même c'est ça, même la musique, tu vois, je connais assez bien d'autres genres de musique, d'autres cultures, tu vois, parce que justement j'ai grandi avec d'autres cultures que moi, tu vois, et donc je pense que ça a fait aussi qui je suis, et c'est vrai que c'est sûr que ça m'a enrichi, tu vois, de vivre là-bas. Ok. Et est-ce que tu avais ce truc en toi aussi de voir Paris comme un objectif? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en tant que personne qui vient de la Provence, moi j'en fais partie aussi, tu vois, c'est toujours un peu un truc, surtout dans les métiers créatifs et artistiques, on voit quand même ça comme le passage obligé de se décentraliser. Ouais, alors moi j'ai jamais voulu y vivre, mais je savais que il fallait y passer, tu vois, t'as pas le choix. Et en fait le truc c'est que moi j'ai toujours eu l'exemple de Yvick, tu vois, Yvick moi j'ai l'impression que je suis sur ses traces, chacun a son rythme, mais je suis sur les traces de Yvick depuis toujours, tu vois, ça veut dire que lui, quand on avait 18 ans, moi j'étais là, je galérais à essayer de sortir mes sons et tout, et lui il avait déjà réussi à s'en sortir en 2 ans, tu vois, et non, moi je le connaissais, il faisait pas de vidéo, tu vois, donc on a tout vu, et après on l'a vu s'installer à Paris, on l'a vu prendre son premier appartement, on l'a vu tu vois, commencer les plateaux télé, etc. Et du coup c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc là de si lui il est monté, c'est pas pour rien.
Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça a toujours été un exemple. Dans le travail, pour moi, il n'a aucune défaite, Yvick, tu vois. Je dirais pas que c'est le parcours parfait, parce que personne ne fait le parcours parfait. Mais en tout cas, à mes yeux, tu vois... C'est un exemple, exactement. Quand même, à mes yeux, c'est mon exemple de travail, c'est Yvick. Tu vois? Parce que, encore tous les jours... tu vois, par exemple, je vais te dire, hier, il y avait le match du Real Madrid, on était invités au stade tous les deux, il n'a pas pu venir parce que il avait du travail et qu'il travaille sur son film, etc. Il est sérieux. Alors que moi, j'aurais tout fait pour y aller, peu importe ce que j'aurais appelé Chloé, mon attaché presse. Alors là, il va falloir décaler ça, tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que lui, c'est vraiment un exemple de travail. Ouais. Donc, quand je l'ai vu aller à Paris, j'ai compris que si lui l'a allé, moi aussi je dois partir là-bas. Alors je me suis jamais installé parce que j'y arrive pas. Ouais. C'est quoi ce truc? T'arrives pas à quoi? À partir de ta ville ou c'est Paris spécifiquement? Non, c'est Paris spécifiquement. Partir de ma ville, je vais partir, mais je pense que j'irai plus en Espagne quand je partirai. Mais Paris, en fait, le problème c'est que je pense que j'aime l'argent, mais pas assez pour faire des concessions telles que, tu vois, vivre dans un 30 mètres carrés alors que j'ai acheté un 100 mètres carrés à Grenoble. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends de ouf, bien sûr. Tu vois, moi, le prix de mon appartement, c'est une place de parking à Paris. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, c'est pas la même qualité de vie. Et ça, c'est important. Exactement. Et quand il y a des mecs de Paname, ils descendent chez moi, ils sont en mode, mais wesh, ils sont choqués. Wesh, t'as payé ça, wesh, ça paye les top lines. Mais frérot, on vit pas au même endroit. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois? Et en fait, et surtout qu'une fois que tu as goûté, je pourrais pas maintenant retourner comme ça. C'est impossible. Je pense qu'il faut le faire très jeune quand t'as pas encore trop de références. Comme Yvick, tu vois, il est arrivé, 18 ans, boum, il a pris son petit studio, là maintenant il a acheté sa maison. Tu vois ce que je veux dire? Mais sinon tu peux pas, c'est impossible. Donc maintenant, moi, tu sais, je grandis et tout, et même si j'aime l'argent, et je sais que je suis passé, j'en parle souvent, même j'en parle à ma mère. Et je disais, je sais que j'ai loupé énormément d'opportunités en étant à Grenoble. C'est sûr, parce que à chaque fois que je monte à Paris, tu vas rencontrer une personne qui va devenir importante. Tu vas faire des contacts, tu vois. Mais à quel prix, tu vois? Et moi, je favoriserai toujours ma vie, surtout après tout ce qui m'est arrivé, tu vois, à l'hôpital et tout. Aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai pris conscience, et que je me dis... ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Tu vois ce que je veux dire? Et puis ça veut pas dire que en restant à Grenoble ou autre part, je peux pas réussir aussi, tu vois. Bien sûr. Donc plus en plus aujourd'hui. Exactement. En vrai, avec Internet, ça a changé. En vrai. C'est pas comme avant. Avant, il y a 20 ans, j'aurais pas pu avoir ce discours, tu vois, parce qu'il fallait aller camper devant les maisons de disques, tu vois. Mais c'est une opportunité aussi aujourd'hui de se développer dans son territoire, quoi. Donc exactement. C'est aussi pour ça que je trouvais ça très cool que tu le refasses sur cet album, que tu remettes en valeur la ville, parce que c'est des territoires comme ça qui sont souvent oubliés parce qu'il n'y a pas énormément de références et c'est très bien que ça existe. Justement, tu parlais de l'importance des exemples que tu as eu autour de toi. Je pense que pour beaucoup, tu as le groupe de potes le plus cool d'une génération. Mehdi, c'est drôle parce que Mehdi m'a dit la même chose dans cette interview. Il m'a dit vous avez le collectif du rap français le plus cool de France. En vrai, on est d'accord avec ça. Et j'ai l'impression que vous êtes toujours aussi proches. D'ailleurs, je suis passée à ta session d'écoute et j'ai vu qu'ils étaient tous là. Ah ouais, ils sont tout le temps là. On est tout le temps là. C'est quoi leur place dans ce que tu es aujourd'hui, dans ton parcours justement? Moi c'est vraiment, en fait je peux pas envisager la vie sans eux, même tu sais, c'est genre je sais pas comment expliquer, c'est comme si on était ensemble, et tu sais, on peut ne pas se parler pendant un mois, ça arrive souvent, hein. On se passe pas parce que chacun a ses projets, ses trucs, etc. Tu vois, par exemple, Théo et Yvick, ils se voient beaucoup plus souvent parce que les deux habitent à Paname, et qu'en plus, dans leur métier, ils sont beaucoup plus liés, tu vois. Mais moi, à chaque fois que je vois les gars, il n'y a rien qui change et c'est toujours un plaisir. Et dès que j'ai besoin d'eux ou ils ont besoin de moi, on est tous là. Tu vois, par exemple, là, c'était ma session d'écoute. Ils sont arrivés avant moi, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Et c'est les premiers, ils sont au premier rang à la session d'écoute et ils sont là et ils donnent la force. Et peu importe le projet que ça va être, ils sont là, tu vois. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, en vrai, tu vois. Et pour rien au monde, je changerai mon groupe d'amis parce que c'est ce qui m'a fait en vrai, tu vois. Et ouais, je peux pas... T'as l'impression que ça t'a motivé aussi dans toi, ton avancement personnel? Mais de ouf. Okay. Mais moi, je te dis, le truc, c'est qu'on va dire que vu que Théo et Samy, on est à peu près au même niveau en termes d'avant. En fait, Yvick, il est beaucoup plus avancé que nous professionnellement. Donc, on va dire qu'à nous, c'était plus Yvick notre exemple à ce niveau-là. Mais c'est pour ça que je te dis que Yvick, ça a été vraiment un élément charnière dans ma carrière. Et tu sais, même, je te parle de ça, encore il y a 1 mois et demi, je l'ai appelé
pour qu'il me donne des conseils pour ma promo. Il m'a dit, gros, là, c'est pas sérieux, tu fais pas de story, arrête de faire comme tous les jeunes qui font pas de story. Frère, il faut que tu parles aux gens, il faut que tu sais, t'as une personnalité où les gens, ils t'aiment bien, bah, parle aux gens, tu vois ce que je veux dire, sans faire l'influenceur et tout, mais tu sais, genre, il faut que tu sois là, tu vois. Et tu vois, ça, c'est des trucs qu'on fait souvent. Tu vois, on s'appelle, on se donne des conseils. Et pareil, lui, pour son album, bah, tu vois, j'ai fait la direction de son album. Je l'ai accompagné sur tout ce que je pouvais l'accompagner, je l'ai accompagné. Je suis même allé au mix, au truc. On est comme ça, tu vois. Et je pense, et tant que ça sera comme ça, ça sera carré. Tu vois, il n'y a jamais eu d'histoire d'argent, de trucs. Pourtant, il y a de l'argent en jeu. Bien tu sûr. vois, quand je travaille pendant 2 ans sur son album, bah, à la fin, il y a de l'argent, tu vois. Bah, il y a tous les ingrédients pour qu'il puisse y avoir des embrouilles. Exactement. En vrai. Exactement. Mais en fait, je pense que ce qui est important dans ce genre de situation, c'est très important de faire passer la relation avant tout le reste, tu vois. Et le problème, c'est que si, tu vois, un des 4 avait pas cette mentalité-là, il y aurait un problème il y aura un des maillons qui serait, tu vois. En fait, vous êtes chacun un garde-fou dans la relation. Exactement. Et tu vois, même, c'est déjà arrivé que parfois, il y en a un, je sais pas, il va faire une action un peu bizarre, tu vois, et ben on va lui dire, voilà, t'as abusé là. Là, t'as abusé, c'est pas frais ce que t'as fait, tu vois. Et ça aussi, c'est important, tu vois. Et c'est pas tout le monde, c'est pas tous les groupes de potes où ça se passe comme ça, tu vois. Et c'est vrai que nous, on a cette chance-là. Il y a beaucoup de bienveillance entre vous. Exactement. Ça en fait, de ouf. et surtout, il y a un dernier truc, c'est qu'on s'est jamais comparé. Tu vois, j'ai jamais regardé Théo en mode, parce que Yvick, c'était inatteignable, mais j'ai jamais regardé Théo en mode, ah putain, lui, il a 100 000 followers de plus que moi, mais est-ce qu'il est plus fort que moi? Ah, ça, je sais. Jamais. Moi, s'il pourra avoir 800 000, eh ben, c'est une bénédiction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi ça, tu vois. C'est de la vraie force. Tu vois, il n'y a pas de trucs bizarres derrière, de pensée malsaine. C'est vraiment de la vraie force et du vrai amour. Et c'est pour ça que ça dure depuis aussi longtemps, parce que vous vous rencontrez à quelle époque tous? On se rencontre. Moi, la première personne que je rencontre, c'est Yvick. Je le rencontre au lycée, en seconde. Je le rencontre en seconde. Et en gros, lui, il faisait du basket avec Théo et Samy. D'accord. Et du coup, en fait, vu que moi, je m'entends grave bien avec Yvick à ce moment-là, lui, il habitait à la campagne. Moi, j'habitais en centre-ville. Et Théo et Samy, ils habitaient à la campagne aussi, enfin, à peu près dans le même coin. Et du coup, bah, il a commencé à me ramener à ses soirées. Et c'est là où je rencontre Samy et Théo. Et en fait, on se rencontre à ce moment-là, tu vois, donc pendant mon année de seconde. Mais c'est vraiment Yvick que je connais en premier, ouais. Ok, bah, c'est trop bien de voir que ça dure et que ça peut durer. Et que chacun puisse aussi rayonner dans son domaine, tu vois, en s'envoyant de la force. Totalement. À chaque sortie mutuelle. Moi, je reviendrai sur toi, le moment où tu sens que ça bascule, parce qu'il y a quand même eu des premiers gros succès. Tu vois, là, on était vraiment sur tes débuts, mais c'est quoi la première collaboration où tu sens que ta vie, elle est en train de changer et que là, tu passes au gros succès, tu passes dans une autre catégorie, on va dire? La première fois que j'ai senti que là, il peut se passer un truc cool, c'était sous Tortoise, quand j'avais sorti un morceau qui s'appelait Camilla. Et que c'était en 2017, je pense, 2017-2018, je sais plus. Et là, j'avais senti, bon, c'était tout petit, mais tu vois, j'avais senti qu'on avait tapé les 100 000 vues sur YouTube à l'époque assez rapidement, tu vois. Et ça avait vraiment, ça avait x4 par rapport à d'habitude, tu vois. Donc je me suis dit, il y a peut-être un truc. Ça, c'était le premier palier. Et après ça a vraiment été quand j'ai commencé à produire pour d'autres. Parce qu'en fait, si tu veux, quand je sors Camilla et tout, moi, j'ai jamais eu le syndrome de l'imposteur, mais tu sais, tu te poses souvent des questions, tu vois, est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis vraiment bon dans ça, est-ce que ça va marcher suffisamment pour que j'en vive? Et quand je commence à travailler avec d'autres artistes, bah, je comprends qu'en fait, je suis bon, et qu'en fait, si on m'appelle, c'est pas pour rien, c'est pas, tu vois. Et je pense que la première fois où je me dis, là, c'est frais, c'est quand Paula qui m'appelle pour son séminaire, et que en plus de ça, bah, je travaille sur 3 sons et qu'il y en a, je pense ils sont tous certifs, mais il y en a un diamant, celui avec Niska. Parce que celui avec Yvick Paula qui est arrivé avant, mais vu qu'Yvick c'est mon gars, c'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Tu vois, là, Paula, c'était un mec extérieur de mon groupe. C'est la première fois qu'un mec vient me chercher et que j'ai un succès. Donc c'est un peu la confirmation que ton talent, il est reconnu à l'extérieur. Alors que tu vois, Yvick, les gens auraient pu dire, ouais, bah c'est son pote, il a fait gratter son pote. Là, non. Et puis après, du coup, le Polak, je travaille sur le Lacrim Maes, Boston George. Et pareil, on fait diamant encore. Et du coup, à ce moment-là, bah, tu sais, je suis en mode, bah ok, là, on vient vraiment me chercher pour ce que je propose, tu vois. Et c'est à ce moment-là où vraiment, là, tout le monde commence à m'appeler, tu vois, pour essayer de travailler sur d'autres sons.
Mais c'est ça. Je pense que c'est ça le premier premier palier, on va dire. Ouais, c'est ça. Et justement, comment tu vis les premières certifs? Ça change quoi dans ta vie à ce moment-là? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Non. En fait, au début, tu sais, c'est comme quand t'as une médaille, quand t'es petit, t'es trop content et tout, mais en vérité, à force de... Enfin, c'est pas à force d'en avoir, parce que je vais pas faire le mec qui flex. T'en as beaucoup quand même. Non, mais je veux dire, j'ai pas... Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas Jul. Ouais. Mais on va dire qu'au bout d'un moment, bah, tu comprends que c'est un truc de ton travail, en fait. C'est-à-dire que quand tu travailles bien, t'as une bonne note, tu vois. Ouais. Bah là, celui-là, j'ai très bien travaillé, j'ai eu un diamant, j'ai bien travaillé, j'ai eu un platine, et j'ai travaillé, c'était cool, j'ai fait un or, tu vois. Ok. T'as l'impression que c'est vraiment dû aux efforts que tu mets dedans? Non, il y a aussi beaucoup l'artiste avec qui tu vas travailler, tu vois. Mais ça, c'est pareil, si un gros artiste t'appelle, c'est aussi parce que tu as bien travaillé avant. Bien sûr. Donc tu vois, tout est un peu c'est lié, parce qu'il y a des exigences qui sont plus hautes aussi. Exactement, c'est ça. Donc tu sais, si tu fais un son de merde pour un gros artiste, ça va savoir, tout le monde va c'est pas automatique, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Tout le monde va le dire, ouais, là t'as vraiment fait un son de merde. Non, mais c'est sûr. Et surtout, il faut le rappeler, on le dit souvent, parce que des fois il y a des tubes qui ont l'air simples et c'est les trucs les plus difficiles à faire. Mais bien sûr. Donc, et la recette, ça n'existe pas, tu vois. Bien sûr. C'est à chaque fois, même si tu peux te dire, ouais, bah lui, il ressemble à lui. Quand on est au studio, on se dit pas, on va faire la même chose. J'ai jamais entendu un artiste qui me dit, ouais, je vais envie de refaire tu vois, tel tube-là, ça n'existe pas. En général, c'est mauvais signe quand on dit, je veux exactement, exact. Tu fais forcément moins bien, tu vois. C'est clair. Donc non, ouais, ça fonctionne pas comme ça, c'est sûr. Justement, on parlait de PLK. J'ai l'impression que c'est un artiste qui est très important pour toi dans ta carrière, mais aussi... C'est devenu un ami aussi avec les années. Tu le rappelles aussi dans un morceau dans ton album qu'il a toujours été là pour toi, même dans les moments difficiles. Comment ça se fait la rencontre et comment ça se fait qu'est-ce qui fait que vous matchez aussi bien, que ça clique direct ensemble? Polak, je le connais à l'époque. La première fois qu'on se parle et tout, c'était sur les réseaux, c'était à l'époque de Panama Bendé. Mais c'était pas mon gars. Okay. Tu vois, on s'aimait bien. Enfin, c'était un mec des réseaux, tu vois. On s'était rencontrés peut-être 1 ou 2 fois. Mais tu sais, on se connaissait pas vraiment en vrai, tu vois. On se soutenait, etc. Et je me rappelle, à l'époque, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Dieu merci. Et quand j'avais sorti ce morceau, il avait trop aimé. Et je me rappelle, il m'avait appelé, le clip, il est incroyable et tout. Et ça m'avait fait trop plaisir. Et du coup, en fait, depuis ce jour-là, on a gardé... moi, je me suis dit, vas-y, c'est un bon, lui et tout. Franchement, il donne la force et tout. Et il était même pas trop connu, tu vois. Ça devait être le début de sa carrière solo. Et après, on a continué à suivre un peu sur les réseaux. Et en fait, là, on s'est vraiment liés d'amitié. C'est pendant le séminaire de Yvick pour l'album, tu vois. On s'est automatiquement travaillé ensemble. Puis vu qu'on a travaillé ensemble et que ça a marché, tu vois, moi j'ai fait mon plus gros succès avec lui, enfin avec eux. Et du coup, automatiquement, ça nous a liés d'amitié. Et puis juste après, il m'a appelé à son séminaire. Donc là, il n'y avait même plus Yvick dans l'équation. Donc on s'est rapprochés encore. Et je sais pas, tu sais, après artistiquement, lui, il a toujours aimé ce que je proposais. Il me l'a toujours dit, tu vois, il m'a toujours dit. Et moi, j'ai toujours aimé ce qu'il proposait aussi et je lui ai toujours dit. Donc, tu sais, c'était genre... Et c'était assez fluide entre vous, la manière de travailler. Exactement. En fait, lui, le truc, c'est qu'il n'avait jamais travaillé avec un top liner jusqu'à maintenant. Et en gros, quand je l'ai fait quand j'ai travaillé avec lui plutôt sur le morceau avec Yvick, il a trouvé que notre manière de travailler instinctivement, parce qu'on n'avait jamais bossé ensemble, c'était hyper fluide. Donc, en fait, lui s'est dit, là, j'ai mon séminaire dans 1 mois. J'ai pas de top liner, tu sais, les séminaires c'est très éprouvant physiquement et parfois c'est bien d'avoir aussi d'autres cerveaux qui réfléchissent, tu vois, avec toi. Et du coup il a dit il m'a dit direct, il m'a dit je sais pas si ça va marcher parce que j'ai jamais réussi à bosser avec un top liner, mais si tu t'es chaud on essaie. Et je suis parti et ça a matché direct et puis après de là c'est devenu le frérot, tu vois, on a fait TNA ensemble et après plus tu vois la relation elle a continué et tout. Et moi après il y a un événement vraiment que j'oublierai jamais, c'est quand je suis tombé malade. La veille de ma rentrée à l'hôpital, il est descendu avec Pelli, avec son gars. Ils sont descendus à Grenoble et ils ont passé juste 24 heures avec moi. On est allé manger une tartiflette dans les montagnes, tu vois. Et il s'est rasé la tête en même temps que moi. C'est lui qui m'a rasé la tête parce que moi, je voulais me raser la tête avant de rentrer à l'hôpital. Je voulais pas voir mes cheveux tomber. Et il s'est rasé la tête avec moi. Il m'a dit, mec, tant que tes cheveux n'ont pas repoussé, je me rase la tête. Et il l'a fait. Et ça, c'est des trucs que j'oublierai pas. Et tu sais, pareil, à l'hôpital, il était vachement là. Enfin, il pouvait pas venir moi parce que j'ai pas revisite, mais il m'a appelé. Tu vois, et c'est des trucs où je me suis dit, ça, c'est pas une relation de travail. C'est pas juste le travail. Tu vois ce que je veux dire? Ça prouve l'humain qu'il est aussi. Exactement.
Et donc voilà, tu vois, c'était très naturellement, exactement. C'est intéressant, j'en parlais dans l'intro de l'aspect top line. Je voulais m'arrêter un petit peu sur ce point parce que t'es un des premiers à avoir parlé de ça et avoir un peu démystifié aussi la création d'un morceau en mettant de la lumière sur les gens de l'ombre. Et ça, je trouve que c'est quand même un aspect important sur lequel on a pas mal évolué ces dernières années, sans pour autant enlever quoi que ce soit au mérite des artistes. Ouais, tu le disais tout à l'heure, parce que la force d'un artiste et sa qualité aussi, c'est de savoir bien s'entourer et travailler sur ses forces. Et ouais, je pense souvent à toi et à d'autres personnes de l'industrie qui ont parlé de votre rôle, de gens qui connaissaient peu et qui mélangent la composition et l'écriture, notamment avec ce qu'on appelle la top line. Et est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer le rôle que tu joues à ce moment-là concrètement dans la création, en quoi ça consiste? Alors ça dépend pourquoi on m'appelle. Parce que parfois, par exemple un mec comme Polak, j'ai jamais écrit un mot. Okay. Tu vois, Polak, lui, en fait, ça dépend des exigences de l'artiste. C'est-à-dire qu'il y a des artistes où ils t'appellent, eux, ils sont en mode, par exemple, tu vois, Polak, il était en mode, ouais, bah, en vrai, Polak, il n'a pas besoin de moi, par exemple, pour faire un hit. Tu vois, il a 90% de ses hits, il les a fait, même 98% de ses hits, il les a fait tout seul, tu vois. Mais c'est juste que c'est une force en plus. Tu vois, c'est une force en plus. On s'entend bien, il sait que je peux être bon au studio, donc pourquoi pas l'amener et voir ce qui sort aussi de son côté, tu vois. Et donc, par exemple, lui, il m'a appelé, c'était que pour de la top line, donc que pour de la mélodie. Après, tu as d'autres personnes qui vont venir, qui vont m'appeler, qui vont me dire, j'ai besoin juste du texte. Tu vois, j'arrive pas à sortir des trucs. Tu vois, par exemple, il y a des artistes où toute l'année, ils font de l'ego trip. Et dès ils veulent faire un morceau un peu plus touchant, mais tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, ils ont du mal à se lancer. Exactement. Un petit peu. Donc parfois, tu vois, moi j'aime bien, je me pose avec l'artiste, on discute pendant 2 heures. Et après, je lui dis, moi je prends des notes et je dis, vas-y, je vais te proposer quelque chose, tu vois. Et ça arrive aussi. Et après, tu as des artistes à qui tu proposes des morceaux tout fait entiers. C'est-à-dire que lui, il choisit par exemple sa prod, ou tu peux même choisir la prod, tu lui proposes un morceau. Et tu lui dis est-ce que ça te plaît, et après lui va dire ah ouais ça je kiffe, mais par contre tu vois ça me ressemble pas, il faudrait refaire, peut-être que c'est lui qui va refaire à ce moment-là cette partie parce que lui là, ça lui donne une idée. Tu sais, c'est jamais en mode tu fais un truc tout et il prend tout. Ouais, c'est pas une maquette que tu fais, c'est une collaboration. C'est toujours une collaboration. C'est une collaboration parce que en plus il y a un truc que je sais plus à qui je parlais de ça, mais je disais que le texte dépend aussi de l'histoire de la personne que tu as en face de toi, tu vois. Donc si le mec a jamais rien vécu dans sa vie, un truc, bah le son il peut être chiant, tu vois. Alors que tu as des artistes où ils sont hyper inspirants, hyper intéressants, et c'est beaucoup plus facile de travailler aussi pour eux, tu vois. Bien sûr. Donc tu sais, en fait j'ai l'impression que chaque projet est différent. Tu vois, j'ai pas parfois même on va m'appeler pour de la top line et je vais finir par écrire, ou tu vois, parce qu'il a kiffé comment il a dit en fait là t'as vraiment compris ce que je voulais faire, c'est quoi, teste le premier jet du texte, après on verra après. Enfin, tu vois, ça tout dépend. Et en plus je trouve que ça met vachement en valeur aussi une compétence qui est un peu mise sur le côté, mais c'est l'interprétation. Totalement. Et ça c'est hyper important totalement. Aussi, tu vois, de collaborer, d'avoir une aide sur un texte, ça te permet de concentrer sur comment tu vas interpréter ce texte-là. Exactement. Et on est moins en mode robot en fait, parce que c'est vrai que quand t'écris tes trucs et tout, tu fais tes propres top lines, etc. Moi-même, je suis pas l'exception de la règle, c'est que en fait t'as tendance à souvent faire, pas souvent, mais à être redondant, pouvoir faire la même chose, par réflexe interpréter les morceaux de la même manière que le morceau d'avant, parce que c'est la manière, c'est comment tu rappes de base, tu vois. Il y a un moment t'es en pilote automatique exactement, aussi parfois. Exactement. Et en fait c'est vrai que tu vois, à faire appel à des gens de l'extérieur, bah justement, ça te permet de plus penser à des aspects comme ça, tu vois, des points comme ça, comme l'interprétation, comme, tu vois, ou même faire plus attention. Moi, j'ai remarqué à des artistes, quand ils écrivent, ils sont beaucoup moins attentifs à ce qu'ils vont dire que quand quelqu'un écrit pour eux. Et du coup, ils sont beaucoup plus exigeants quand quelqu'un écrit pour eux. Et du coup, le résultat, il leur ressemble parfois plus parce que, pas parce que le mec en face était meilleur, parce que eux, leur niveau d'exigence, vu que c'est pas eux qui l'ont écrit, bah, il doit être forcément supérieur, tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Donc, tu sais, c'est... Ça me fait penser à... Parce que tu as été très présent sur le dernier album de Shai, notamment, et c'est une artiste que je sais être très exigeante, justement. Est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là, où tu as l'impression d'avoir créé des textes qui lui vont parfaitement parce qu'elle te challengeait aussi? Totalement. Elle, toute
tout le temps, elle me disait, faisait que de me dire, toi, t'es une jolie garce. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'était tout le temps, elle me disait ça. Elle me disait, toi, putain, t'es la bad bitch originale. Ça veut dire que t'as capté Exactement. tout ce qu'elle voulait dire. Exactement. C'est-à-dire qu'elle savait, par exemple, quand il fallait faire un son en mode insolent, tu vois, vraiment en mode bad bitch. Là, c'est Carmen, faut appeler, tu vois. Là, c'est lui, parce que lui, il sait avoir la bonne punch. Tu vois, par exemple, le couplet avec Fresh, tu sais, le son avec Fresh, tu vois. Et elle savait que quand il faut être insolent, lui, il a ce truc-là, il sait comment le faire avec moi, tu vois. Et on a tous nos forces, tu vois. Elle va appeler d'autres gens pour faire des sons beaucoup plus ouverts, où moi, là, par contre, je vais être moins... tu sais, parfois, je me prends trop la tête sur les rimes, et du coup, il y a beaucoup moins de gimmicks, et du coup, ça marche beaucoup moins. Donc, tu sais, chaque équipe a chaque artiste a son équipe, il constitue un peu comme il veut, et c'est vrai que une artiste comme Shai, tu vois, je pense que... Ouais, c'est ça, moi, j'étais plus sa force, c'était plus dans ça, tu vois. Dans le côté bad bitch, dans le côté, tu vois, la Shai un peu, tu sais, qui monte les dents, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est plus facile pour toi d'écrire pour les autres. Il y a un truc assez naturel quand on te propose quelque chose. Est-ce que tu as besoin aussi de bien capter la personnalité de l'artiste avec qui tu travailles? Ça passe comment? Non, ce sera toujours plus facile d'écrire pour moi. Parce que j'ai tout en tête. Donc, je sais où je veux aller. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est rare que je revienne sur un texte, tu vois, parce que... automatiquement, si je l'écris et je le chante, ça veut dire que je l'ai validé. Tu vois, alors qu'un artiste, quand tu lui proposes, t'es pas sûr qu'il va valider. Tu vois, il faut refaire des parties qui vont pas lui plaire, etc., etc. Donc, automatiquement, non, c'est plus facile d'écrire pour moi. Je peux pas écrire un texte... Ça n'existe pas, écrire un texte générique pour quelqu'un, tu vois. C'est très rare. Oui, au pire, tu peux faire une Zumba où tu vas parler d'une meuf, et voilà. Mais dès que... Tu veux toucher un peu les gens. Exactement. Dès que tu veux faire un peu un texte qui a du sens, automatiquement, tu es obligé de te poser. Moi, avec Shai, on a passé des heures et des heures juste à parler, tu vois. Où on était en séminaire, tout le monde travaillait, et nous, on se posait pendant 4 heures sur la terrasse, et on discutait. Et moi, je lui posais plein de questions sur sa vie, tu vois. Et je faisais que lui dire, tu vois, plus tu vas m'en dire, et plus je vais être pertinent dans ce que je vais écrire, tu vois. Parce que je vais comprendre. Tu sais, c'est de la psychologie aussi. Hein. De fou. C'est de comprendre qui tu es, de comprendre que est-ce que tu es vraiment la jolie garce ou c'est un masque. Est-ce que tu as de la sensibilité aussi derrière ce masque-là? Tu as besoin de rentrer dans sa tête, en fait. Exactement, tu vois. Et au début, c'est dur, mais à force de connaître la personne en face, etc., automatiquement, dans la relation, tu vois, elle va s'ouvrir. Moi aussi, je vais m'ouvrir. Parce que quand on discute, c'est pas juste elle me raconte sa vie. Moi, je raconte la mienne, tu vois. Bien sûr. Et du coup, dans ces échanges, et je pense que c'est ça le plus important, en fait, quand t'écris, c'est si tu veux être pertinent, t'as pas le choix de passer par là. Pour moi, après, il y a peut-être des gens qui y arrivent sans, mais moi, je sais que j'arrive pas si c'est pas comme ça, tu vois. Je comprends grave. Il y a un morceau dans ton album, justement, où tu dis j'ai fait le dernier projet, j'avais plus de vœux, c'est pour ça que je m'en bats les couilles des chiffres. Ça m'a marqué parce que c'est aussi, j'ai l'impression, un moment dans ta carrière où là, tu le dis, c'est ton album le plus sincère et c'est ton album vraiment où tu as mis tout ton cœur dedans. Est-ce que c'est moins sous la pression des chiffres aussi que tu as fait ce projet-là? Ah bah oui, parce que je pense, après peut-être que le temps me donnera tort du coup, mais je pense que si j'avais voulu faire un album qui pète tout, j'aurais pas fait celui-là. Tu vois. Après peut-être que justement la sincérité va faire que ça va tout péter. C'est souvent tu vois ce que je veux dire. Exactement. On s'y attend pas, mais c'est ce qui touche les gens. Mais en tout cas, on va dire, j'ai pas choisi le chemin le plus facile. Tu vois, je suis parti le flamenco, le truc, tu vois, un album très organique, tu vois, avec beaucoup d'instruments. Alors que c'est pas forcément le truc qui est à la mode. Tu vois ce que je veux dire, c'est toujours une belle chanson, hein, c'est toujours bien tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas choisi la facilité de ce qui se passe en radio, tu vois. Mais parce que tu y penses plus, parce que t'as plus cette non, j'y ai jamais pensé. Tu y as jamais pensé? Parce que tu sais pourquoi? Parce que justement j'y pense quand j'écris pour des autres. Ok, parce que tu te sens un peu redevable d'être à la hauteur des attentes. Exactement. C'est-à-dire que quand je fais un son pour Polak, je fais un son pour tout casser. Je veux pas faire le 12e son de l'album, le plus écouté. Moi, je veux faire le numéro 1 et je veux qu'on casse tout pour mon frérot, tu vois. Mais maintenant, pour moi, je vais pas avoir la même mentale. Je vais plus être en mode, ok, qu'est-ce que toi, tu as envie de ramener? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Puis aussi, tu vois, il y a un truc, c'est que Polak, son univers, par exemple, je dis Polak, mais comme Shai ou peu importe, leur univers, ils sont déjà
marqué, enfin les gens l'ont déjà compris. C'est vrai. Moi, mon univers n'est pas encore, jusqu'à présent, n'a pas forcément, et c'était flou quand même, tu vois. Moi, je m'en suis toujours rendu compte que c'était flou. Et du coup, là, l'objectif pour moi, avant même des chiffres et tout, c'était d'installer un univers. Et même là, cet album-là ne sert absolument pas à faire des gros chiffres, tu vois. C'est un album qui te présente très bien, en tout Exactement, voilà. C'est pour moi, j'aime pas ce terme-là parce que tout le monde le dit, mais c'est ma carte de visite en vrai. Bien tu sûr, vois, sachant que c'est pas vraiment ma carte de visite parce que j'ai sorti des projets avant, mais ce que je veux dire, c'est que là, je pense qu'on est au début d'un chemin. Je sais pas s'il va être court, long, peu importe, mais il y avait une route et là, on vient de prendre un chemin et c'est le début du chemin et moi, je le vois comme ça, tu vois. Donc après, on verra si le chemin, on le fait rapidement ou non. Mais en tout cas, c'est une autre... tu vois, on a un autre endroit que je suis d'habitude et c'est ça qui me plaît et c'est ça qui me motive, tu vois. Là, j'ai déjà envie de bosser sur la suite et j'ai d'autres idées aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ton album, il peut pas ressembler à celui de quelqu'un d'autre, en fait. Parce que tu t'y mets énormément de toi. Bah ouais. Et en fait, c'est vraiment un exercice pour quelqu'un comme toi qui sait faire pour les autres. Là, sur cet album, je pense que c'est ce que les gens recherchent aussi aujourd'hui, c'est de la personnalité, c'est de l'identité, tu vois. Et le fait que tu renoues beaucoup avec tes origines, on entend beaucoup de musique hispanique, même il y a des sonores de ta famille qui racontent ton histoire. Donc, ton identité, elle est hyper présente. Et c'est vrai, je pense que c'est quelque chose qui peut-être a pu manquer pour qu'on t'identifie bien, pour qu'on sache complètement qui t'es. Mais c'est un choix, pour moi, c'est toujours un choix qui est récompensé auprès du public, peu importe la taille du public, mais les gens qui vont te capter, ils vont rester là et ils vont être complètement investis dans ce que tu fais parce qu'ils s'identifient aussi peut-être. Ouais, après, moi, le truc, c'est vrai que je pense qu'avant, je le faisais. Il y avait deux raisons pourquoi j'étais pas autant personnel. C'est parce que, premièrement, je suis quand même quelqu'un de pudique. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas un réflexe quand je vais au studio de faire un son perso. Tu vois, moi, à la base, j'écoute des sons Quinry, tout ça. Donc, tu sais, mon premier réflexe, c'est de faire la meilleure top line possible, le meilleur refrain possible. Et même si tu regardes sur cet album-là, comparé au projet d'avant, à Sans Diamant, les top lines, elles sont beaucoup moins farfelues, tu vois. Tu sais, sur Sans Diamant, j'avais des VVS Shine, je prenais des voix aiguës de ouf, truc. Et c'est frais, hein, j'aime ça. Mais là, j'ai voulu rester simple. Tu vois, sur Ibiza, le refrain, c'est deux phrases qui tournent en boucle. C'est deux phrases de 4 mots, tu vois. Et c'est ça. Et même, tu vois, sur Djeville Mon Amour, sur truc, c'est que des... J'ai voulu rester simple parce qu'en fait, là, le but, c'était de mettre... Pour apprendre à la fin de ma vie, c'était de mettre le texte avant tout. Tu vois, c'était le texte et les prods. Le reste... Ça compte moins. Ça compte moins. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai compris très récemment, tu vois. Parce que avoir une bonne top line, c'est bien. Tu vois, par exemple, un son comme Caprice, qui a pour moi très bien marché, bah moi, j'y vois un plafond de verre, tu vois. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est un potentiel hit. Peut-être que si je l'avais fait donner ce son-là à un gros artiste, il aurait tout cassé, tu vois. J'en suis même persuadé. Mais pour moi, il y a un plafond de verre. Pourquoi ? Parce que ce son-là, quelqu'un d'autre aurait pu le chanter, tu vois. Ouais, je comprends. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que... là, tous les textes dans cet album... Personne ne peut reprendre ces textes-là, tu vois. Parce que c'est ton histoire. Exactement. Et après, il y a un autre truc aussi. Et c'est drôle, j'étais avec Daniel il y a 2 jours au studio et il me faisait écouter son prochain projet. Et je lui ai expliqué qu'il fallait qu'il se libère d'un truc que moi, j'ai réussi à me libérer. C'est la technique. C'est-à-dire que la technique, c'est trop bien. Je suis un amoureux de technique. Tu vois, je te disais, j'étais amoureux de Lefa. Je suis un amoureux de technique. J'ai écouté Salif, j'ai écouté Booba, j'ai écouté... Mais en fait, on prend des mauvais réflexes. C'est comme quand tu conduis et à force de conduire, tu prends des réflexes et tu as l'impression que tu conduis bien. En fait, tu conduis pas bien. Bah, en fait, parfois, tu te sens obligé de faire des multisyllabiques, de 4 syllabes, trucs. Et là, il faut revenir. Mais en fait... on s'en fout. Oui, ça s'appelait au rappeur. Exactement, mais en fait, on s'en fout, tu vois. Et c'est drôle parce que, tu vois, Daniel, lui, il me disait ça, putain, j'arrive pas à faire rimer qu'une syllabe, truc. Et je lui ai dit, et du coup, la veille, il y avait ma session d'écoute, il est venu écouter l'album. Et je lui ai dit, est-ce que tu te rappelles, c'était quoi la phrase qui t'a le plus marqué de tout ce que tu as écouté? Et il m'a dit, ouais, c'est sur Chambre 224, tu dis, j'avais pas le droit aux visites, tu venais en bas de la fenêtre, on se parlait en langage des signes. Je lui dis, tu te rends pas compte qu'il n'y a qu'une syllabe qui rime là? Des signes, et après l'autre, c'était quoi? Attends, c'était quoi? Je viens de la dire, j'ai oublié carrément.
J'avais pas droit aux visites. Ah oui, voilà, visite Ouais. visite et des signes, ça, elle est nulle la rime. Mais en fait, Elle tu est vois, simple. ouais, elle est Mais, simple. Non, ouais. mais c'est une rime pauvre. C'est ce que je veux dire. Pas de rime riche, c'est une rime pauvre. Mais on s'en fout. Parce Ah que ouais, complètement. le sens de cette phrase. Elle est plus forte que tout. Exactement. Et moi, c'est Damso qui m'a montré ça. Parce que Damso, j'ai toujours trouvé qu'il écrivait bien. Et un jour, j'ai analysé et je me suis dit, en fait, il fait que des rimes en une syllabe. C'est pas possible. C'est pas les, ouais, Tu vois ce les que je veux plus dire complexes. Exactement. Quand tu compares, tu sais, il y a des mecs, tu as des Limsa par exemple, Ouais. c'est vas-y, il est trop fort, tu vois. Ouais. Mais ça, encore une fois, genre, moi, ce que je disais à Daniel, il riait, je disais, frère, pour un mec comme Lisa, c'est incroyable de rapper comme ça parce que tu vas à un grunt et t'éteins tout le monde. Mais à quel moment, Daniel, tu vas aller à un grunt et éteindre tout le monde? Jamais. C'est pas ton public, c'est pas Ouais, toi. c'est Tu autre vois ce chose. que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Donc en fait, t'as chacun son truc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai compris que je pouvais pas être tout le monde à la fois. Mm. Je pouvais pas être le rappeur qu'Henry, qui a des bons textes, qui Qui est est- technique comme Limsa Dolné. C'est pas possible. C'est impossible. Donc, faut choisir ton combat. Ouais. Et Et, du maintenant, coup- t'es à l'aise avec ça. Exact. Tu t'es trouvé. Et je me trouve 10 fois plus fort. Ouais. Alors que ça rime moins, ça rime moins bien, truc. Mais le sens de la phrase, Il est plus puissant. exactement. Et au final, je saurais même pas dire si j'ai une punch dans l'album. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends, mais pourtant, je peux te dire qu'on retient beaucoup de choses. Non, mais de ce que tu dis. exactement. Alors qu'avant, je cherchais des punchlines. Ouais. Et au final, c'est des punchlines qui n'ont pas forcément du sens. C'est juste un jeu de mots, un truc. Mais au final, est-ce que ça me représente ou pas? Non, truc. Alors que là, bah, j'ai l'impression que, tu vois, si la plupart des gens qui vont écouter, je vais leur donner un morceau. Je leur dis, sur ce morceau, t'as retenu quoi? Bah, il va réussir à me sortir 2-3 phases, tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais eu avec moi. Tu vois? Je comprends. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a des limites à la technique, Ouais. à tout ça, tu vois. Bah, je trouve que c'est très réussi sur cet Ah, album. merci, ça fait plaisir. Je pense que tu vas avoir une longue vie parce que j'ai un petit message qu'on m'a laissé pour toi. Et regarde, Ok. regarde ce que Mon c'est. gars, j'espère que tu vas bien. Oh, Je pense que c'est wow. une bonne interview. J'espère que Compini, vous êtes choc-barre du projet parce que moi, je le suis en tout cas. Incroyable album, incroyable premier album. Mais là n'est pas la question, parce que j'ai une question, moi. Je voulais savoir pour toi, c'était lequel dans tous tes morceaux, vu que je sais que ton projet il est très personnel, très, très introspectif. Je voulais savoir sur quel morceau tu te livres le plus et lequel a été le plus douloureux à écrire. Je pense que c'est sûrement le même morceau vu que la question se rejoint. Réponds-moi, mon brother. Prends soin de toi et gros bisous à tout le monde. C'est le meilleur. J'aime trop Daniel. Voilà, c'est Daniel qui te laisse un petit Je message. l'aime du coup, trop, Daniel. Qui est présent sur ton album, du coup. C'est un brave. Mhm. Et c'est un brave. Et en plus, il est hyper fort. Ouais. Franchement, gros respect à cet artiste. Et j'adore le morceau qu'on a fait ensemble. Et ouais, non, vraiment respect. Pour répondre à sa question, le titre qui a été le plus compliqué émotionnellement à écrire, il y en a deux. Il y a Chambre 224, parce qu'il faut automatiquement se replonger dans des souvenirs pas très cool. Ouais. Mais tu sais quoi, je vais te dire la vérité. Je crois que le plus douloureux à écrire, c'était Pour oublier. Pourtant, dans la forme, c'est Icaz Boy, la prod et tout. Mais je l'ai écrit à Montréal. Et je me rappelle, j'ai pleuré en écrivant, tu vois. J'ai pleuré quand j'écrivais, tu vois. Parce qu'en fait, mon manager, il m'a fait une remarque il y a 2-3 jours. Il avait totalement raison. Il m'a dit, sur Chambre 224, tu parles de toi, comment tu te ressentais. Mais sur Pour oublier, tu parles des gens autour de toi. Comment eux, ils ont vécu. Tu vois, ta mère, ton père, ton petit frère. Comment eux, ils ont vécu la maladie. Et du coup, pour moi, c'est beaucoup plus douloureux d'écrire ça que d'écrire ce que moi, j'ai vécu. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc, je pense que le morceau le plus douloureux à écrire, c'était Pour oublier. Ouais. Ok. Ouais. Et donc, c'était important pour toi de revenir aussi sur cette épreuve que tu as traversée. Parce que tu arrives à comprendre ce que ça a apporté dans ta vie aussi avec un peu de recul. Bah ouais, totalement. Déjà, j'en ai pas parlé avant parce que c'était pas le moment. Ouais. Pour moi, tu peux pas parler d'un truc si la tempête, elle est pas passée. Ouais. Tu vois? Donc, je voulais prendre le temps et tu sais, je voulais surtout pas faire le gars, tu vois, tu sais, j'ai changé de blase, j'aurais pu, je vais dire la vérité, hein, j'aurais pu statpad sur un morceau sur l'hôpital, tout le monde m'attendait sur ça, sur 100 diamants, tu vois, j'ai fait tout le contraire. Alors que je sais très bien que si j'avais fait à ce moment-là un morceau sur l'hôpital, tous les médias auraient repartagé, il a fait le morceau sur l'hôpital, truc, il nous Ce que les gens raconte. attendaient, tu t'as Mon l'impression. retour, j'aurais pu revenir avec ça. C'est horrible de faire ça. Ouais. Pour moi, c'était pas le moment. Ok. Et en plus, le pire, c'est que l'après-hôpital, pour moi, ça a été la période la plus difficile de ma vie. L'hôpital,
C'était compliqué, mais ça allait mentalement. Ok. La période après hôpital, on va dire que c'était mon corps qui était malade à l'hôpital, alors que l'après-hôpital, c'était ma tête. Tu vois, c'est là où tout retombe. La pression, la peur aussi, tu vois. Le fait de voir ta famille qui va pas bien, tu vois, tes parents qui sont tristes, mes frères qui sont tristes. Et du coup, l'après-hôpital, il était très, 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 très compliqué. J'étais en dépression, en vérité, pendant 1 année. Et du coup, j'étais obligé d'en parler, tu vois. J'étais obligé d'en parler. Et en vérité, l'album, en fait, tout découle, tout le thème de l'album découle de ça. Ouais. Parce que quand t'es pas bien, tu prends des mauvaises décisions. Et ce que j'ai fait, il y a des décisions qui sont réparables, d'autres qui sont irréparables. Et c'est de ça que je parle. Tu vois, c'est vraiment de ça que je parle dans l'album, de ces relations-là. Et notamment d'une relation que j'ai eue à ce moment-là. Et voilà. Et du coup, j'étais obligé d'en parler. Tu vois, là, c'était vraiment le bon moment. C'est-à-dire que la tempête est passée. Aujourd'hui, je peux en parler parfaitement. Même si, 1 fois sur 2, j'ai une petite larme qui va couler dans le coin de l'œil quand je vais écouter ces morceaux-là. Ça fait partie de ma vie, tu vois. Ça fait partie de ma vie. Et tu sais, j'en pleure pas en mode c'était trop dur ce que j'ai vécu. Moi, c'est juste par rapport aux gens autour de moi. Ouais. Tu vois, moi, j'ai même pas ressenti que c'était si dur. La vérité, c'est que sur le moment, j'étais en mode combat et on y va, tu vois. Et j'avais tous mes frères autour de moi, tout le monde. Donc, je l'ai pas trop ressenti. Moi, c'était plus voir pour la première fois de ma vie. En fait, j'ai l'impression que je faisais du mal à mes proches, tu vois. Alors tu voyais la souffrance chez eux, en tout cas. Exactement. Et tu sais, le pire, c'est quand, tu vois, quand tu vas voir ta mère et qu'elle te regarde d'une manière où, tu sais, j'ai pas de cheveux, j'ai pas de barbe, j'ai pas de truc, et tu vois qu'elle fait semblant d'aller bien. Ça, c'est le pire truc. Et moi, c'est le pire souvenir que j'ai, c'est ça. C'est, tu vois, c'est ta maman qui te regarde et qu'elle sourit, mais je sais que le sourire, c'est pas le même que d'habitude, tu vois. Et ça, là, c'était le plus compliqué dans cette situation-là. Donc, pour répondre à ta question, forcément, t'es obligé d'en parler là. Forcément. Et c'est aussi une forme d'apaisement de le mettre dans un disque. Totalement. Ouais. Totalement. Ça m'a fait beaucoup de bien de l'écrire et même de pouvoir le partager. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Tu sais, moi, je me considère comme un chanceux. Ouais. Tu vois, la vérité, c'est que je m'en suis sorti. Regarde, j'ai les cheveux encore plus longs qu'avant. Tu vois ce que je veux dire? Genre, j'ai pas à me plaindre. Ouais. J'ai pas à me plaindre, tu vois. Et il y en a, ils perdent des proches tous les jours. Et moi, c'est pas le cas. Donc, du coup, c'est aussi un message pour... tu sais, souvent, je reçois des messages de mecs qui sont malades et qui m'envoient... Pourtant, le morceau n'est pas sorti, mais tu sais, j'ai déjà envoyé de la force sur les réseaux et tout. En mode, ouais, moi, je suis malade, je suis en cycle de chimio, ça fait 4 ans. Alors que moi, j'ai fait 6 mois, tu vois. Ça fait 4 ans que j'y suis à l'hôpital. Et moi, je leur réponds, tu vois. Tout le temps, je réponds et je leur dis, force à toi. Et, tu sais, je donne des peu de conseils, mais en vrai, c'est eux qui devraient me donner des conseils, tu vois ce que je veux dire. Mais j'essaie de donner la force comme je peux. Et ce morceau, c'est aussi ça, tu vois. Et même dans Contrôle, tu vois, je le dis, genre... je dis, si t'es dans le même cas que moi, mets-toi au pied de ton lit, je sais plus comment elle dit la phrase, mais tu sais, genre, baisse pas la tête et prie et ça va le faire, tu vois. Faut pas lâcher, tu vois. Et ça, c'est aussi... Je me sentais un peu... J'avais un peu un devoir aussi de faire ça, parce que j'ai un petit frère aussi qui a eu la même chose que moi. Okay. Et c'est un peu le grand frère là qui parle et qui, tu vois... Qui montre aussi l'exemple. Exactement, c'est ça aussi, tu vois. Ok. Je trouve que c'est hyper bien amené sur ce projet. Je pense vraiment que ça va être un album qui va toucher beaucoup de gens. Ceux qui te suivent, évidemment, et même ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est une bonne manière de découvrir ton talent. Et comme tu le dis, je trouve que tu arrives à condenser vraiment ce que tu sais faire en faisant en étant plus concentré, en fait. Et ça donne un très, très beau disque. Ça fait plaisir. Et je pense que c'est une très, très grosse réussite. Ça sort dans quelques heures, là, au moment où on parle. C'est vrai. Tu vas faire quoi? Tu vas fêter? Là, on va faire un live Twitch avec Yvick, justement, Samy et Théo. On va se faire... Et en fait, on n'a même pas de DA de live. On va juste allumer la caméra et on sait même pas à quelle heure. Ok. On va juste allumer la caméra et voir ce qui se passe. En fait, la vérité, c'est que je leur ai dit, les gars, je crois que je vais être stressé les dernières heures. Ouais. Viens, on se pose ensemble et on fait les cons. Et du coup, on s'est dit, autant faire kiffer les gens et on fait les cons devant les gens. Donc, c'est ça qui va se passer. Et après, voilà, je pense qu'on va se faire un petit resto.
et on va fêter ça célébrer tranquillement. en famille. Exactement, exactement, c'est ça. Bah écoute, merci beaucoup, on a passé 1 heure ensemble, c'était un plaisir de te recevoir. Je suis très contente d'avoir pu décortiquer un peu cet album et toute ta carrière aussi. Je vais confectionner une playlist avec tous les morceaux dont on a parlé dans cet épisode et nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Processus. Merci beaucoup, ciao. Ciao. Et ne partez pas tout de suite. Cet épisode de Processus est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on vous livre un nouvel épisode dans 2 semaines. Parce que Processus, c'est tous les 15 jours, un mardi sur 2. Abonnez-vous et mettez des cœurs en commentaire. Bye. Merci, c'était trop magnifique, cool. T'as kiffé? C'était trop bien. Moi aussi j'ai kiffé. J'ai même pas trouvé ça.